Bonjour à vous, madame, bonjour à vous, messieurs. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir pour discuter aujourd'hui du rôle des institutions dans le renforcement de la démocratie. Sans plus tarder, on va y aller directement, hein. Dans la première partie, on parlera de comment les institutions régionales et continentales peuvent aider dans le renforcement de la démocratie. Et dans la seconde partie, hein, on verra comment, à travers certaines de leurs actions, les institutions régionales et continentales peuvent aussi porter atteinte à la démocratie. On élaborera bien sûr quelques pistes de solutions. Merci à vous, Madame Marie-Josiane Nga, d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes la coordonnatrice, hein, des projets du réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, WADEMOS. Merci également à vous, hein, Monsieur Ibrahim Aïdara, d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes expert des questions de gouvernance politique. Merci également d'être en ligne avec nous. Régis Oumpe, vous êtes expert en géopolitique et gouvernance politique. Vous êtes directeur exécutif du Centre interglobal Le Conseil. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Et on commence tout de suite par la première partie de cette discussion. Je vous le disais tantôt, hein, comment les institutions régionales et continentales peuvent aider dans le renforcement de la démocratie. Marie-Josiane Nga, quel regard d'abord vous portez sur les politiques, hein, des institutions régionales et continentale pour le renforcement de la démocratie? Merci déjà beaucoup pour cette invitation à participer à cette discussion sur la démocratie et le rôle des institutions régionales, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Et je tiens à rappeler que je m'exprime ici en tant que justement acteur de la société civile, témoin des réalités du terrain, des aspirations des citoyens et des limites des mécanismes régionaux censés les protéger. Nous savons que la région Afrique de l'Ouest traverse une zone de turbulence démocratique et entre 2020 et 2024, nous avons compté plusieurs coups d'État réussis, des transitions prolongées et une tendance autoritaire. Et à cela même s'ajoutent des révisions constitutionnelles controversées. Et dans ce contexte, la question qui nous rassemble aujourd'hui, elle est essentielle. Nos regards se tournent logiquement vers ces institutions régionales qui sont la CEDEAO et l'Union africaine, les deux institutions par excellence. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ces institutions sont à la hauteur des défis démocratiques? Est-ce qu'elles ont su répondre aux attentes des citoyens? Et comment est-ce qu'elles ont pu protéger la démocratie? Donc, c'est justement à cette question-là que je vais essayer de répondre, puisque vous m'avez posé la question de savoir quelle est ma lecture de l'action de ces institutions régionales. Donc, pour essayer de répondre, il faut quand même reconnaître que ces institutions régionales ne sont pas totalement restées inactives face aux turbulences démocratiques que la région a connues depuis une dizaine d'années. On se souvient en Gambie, en 2016, l'intervention militaire de la CEDEAO a été décisive pour faire respecter les résultats électoraux. La CEDEAO, tout comme l'Union africaine, ils ont parfois agi avec fermeté. En 2017 que la CEDEAO a contraint Yahya Jammeh à quitter le pouvoir en Gambie après avoir contesté les résultats de l'élection présidentielle. Donc, et pour plus récemment aussi, on se rappelle de la suspension rapide, hein, je vais dire comme ça, du Mali, du Burkina et du Niger après des coups d'État et cela quand même montre une certaine fermeté institutionnelle. Et vous savez aussi l'adoption des textes clés comme pour la CEDEAO, on parle du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, la charte africaine, ça c'est pour l'Union africaine, la charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Donc, de là, on peut quand même voir que ces institutions régionales ont joué un rôle quand même actif. Mais à cela, il faut ajouter les limites parce que ces limites sont quand même très profondes. Si je peux citer très brièvement, pour ne pas trop prendre la parole, on a quand même observé des réactions lentes et peu cohérentes. Si je prends le cas de la Côte d'Ivoire, aucune condamnation officielle après la décision d'Alassane Ouattara de se représenter en 2020. En Guinée aussi, en 2020, la CEDEAO n'avait émis qu'un simple communiqué face à la révision constitutionnelle imposée par Alpha Condé pour briguer un troisième mandat. Donc, tous ces silences renforcent l'idée que tant qu'on garde les apparences électorales,
tout est permis. Ces institutions régionales condamnent les coups d'État militaires, mais semblent rester passifs face aux coups d'État constitutionnels. Donc, voilà un peu ma lecture. Je vais parler peut-être aussi d'un manque de moyens d'action, un mécanisme faible d'alerte précoce et aussi une faible capacité à suivre les recommandations après les missions électorales, parce que on sait que la CEDEAO, aussi bien que l'Union africaine, sont des institutions toujours présentes pendant les périodes de préélectorales et les périodes électorales. Mais on se demande quelles sont comment est-ce que les recommandations issues de ces rapports sont mises en œuvre. Et enfin, finalement, peut-être, je veux aussi parler de l'aspect citoyen de la question. Qui connaît vraiment les textes de la CEDEAO? Les citoyens, il y a comme une certaine distance entre la CEDEAO et en Afrique de l'Ouest et peut-être plus généralement l'Union africaine. Donc, qui connaît vraiment? Il y a cette sorte d'éloignement des citoyens et on se pose la question, est-ce que ces institutions, est-ce que ces citoyens ressentent l'effet de ces institutions dans la vie démocratique quotidienne. Donc, peut-être d'entrée de jeu, c'est la lecture que je vais donner des institutions régionales actives, mais avec des limites assez profondes et qui nous emmènent justement à poser ce genre de débat, ce genre de discussion pour nous permettre ensemble d'explorer les pistes d'action et peut-être d'émettre des recommandations. Voilà. Euh, c'est ce que je vais dire et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci. Oui. Et bien sûr, hein, les limites de ces institutions, on en parlera plus largement dans la seconde partie de la discussion, hein. Je rappelle qu'on fait un focus sur la CEDEAO, l'Union africaine, mais dans le fond du débat, on brossera également les institutions locales hein, de chaque pays, quand on arrivera sur le cas, par exemple, de la Côte d'Ivoire ou encore de la Guinée-Bissau, qui organiseront des élections dans quelques mois. Avant de vous donner la parole, Régis Oupé, j'aimerais d'abord faire réagir Ibrahim Aïdara. Est-ce que ces institutions, Ibrahim Aïdara, comprennent véritablement leur rôle dans le renforcement de la démocratie dans la région, au vu de ce que vient d'expliquer un peu Marie-Josiane Nga? Merci, merci Alpha. Moi, je pense que elles comprennent parfaitement bien leur rôle et tentent de le jouer tant bien que mal. Je pense que, comme Josiane l'a expliqué, et je suis d'accord avec elle, malgré les progrès démocratiques qui ont eu lieu dans la région et dans le continent, il y a eu beaucoup de défis et qui sont en plus des questions liées aux élections, mais des questions de gouvernance, des questions de sécurité que les institutions locales, nationales n'ont pas pu résoudre et que les institutions sous-régionales et continentales auraient pu jouer un rôle important. Et je pense que Josiane a donné des exemples que euh, des exemples de succès que la CEDEAO a eu dans la prévention et la gestion de certaines crises en Afrique de l'Ouest. Mais ces succès, évidemment, sont assez limités et dans la plupart des cas, malgré le protocole de bonne gouvernance et de démocratie que la CEDEAO avait ratifié ou avait élaboré dans les années 2000. Euh, ce protocole, l'application effective de ce protocole-là reste assez sélective. Dans certains cas, c'est appliqué ou dans de rares cas, c'est appliqué. Alors, dans la plupart des cas que nous avons, là où il y a des risques même élevés en ce moment que nous allons discuter probablement, la CEDEAO peine à appliquer donc effectivement, efficacement donc ces principes de gouvernance et de démocratie. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'efficacité et la crédibilité de ces institutions-là posent problème aux yeux des citoyens qui voient ces institutions-là comme des coquilles vides ou bien des forums des chefs d'État.
qui effectivement peinent à jouer le rôle normalement qu'il devrait normalement jouer dans la consolidation démocratique du continent et de la sous-région. Régis Houpé, dans un contexte géopolitique complètement redéfini en Afrique de l'Ouest, quels sont finalement les nouveaux enjeux pour poursuivre la marche de la région vers le renforcement de la démocratie? Je dirais à l'instar donc de mes deux prédécesseurs que la question donc des institutions, de la vitalité que ces institutions pourraient aider à renforcer, je dirais, le jeu démocratique à l'intérieur de nos pays est une question qui pour moi est extrêmement lancinante dans la mesure où, à travers les pays de la région ouest africaine, ce que nous avons remarqué, je dirais, ne serait-ce que ces 10 dernières années, ça a été plutôt une succession de coups d'État militaires, c'était des transitions politiques ou des alternances politiques qui ont été pour la plupart viciées par des bidouillages ou des tripatouillages constitutionnels, donc ce qui fait que on a plutôt donc à l'instar donc je dirais dans l'ensemble donc de cette des pays de la CEDEAO, heureusement pas tous, mais on a une vue d'ensemble qui pour moi nécessite un diagnostic à la fois très critique et très sévère afin que dans les temps à venir, dans les années à venir, que le tir soit réajusté. Effectivement, toutes les fois qu'il y a des alternances politiques, qu'il y a une élection présidentielle ou qu'il y a un coup d'État militaire, on a toujours tendance à reporter, si vous voulez, la critique essentielle sur le jeu ou sur la façon dont les institutions sur le continent pourraient être amenées à travailler. Mais moi, je pense que la vraie question, au-delà de la géopolitique qui concerne justement l'ensemble des pays, c'est d'abord de s'interroger à travers nos pays, qu'est-ce que nous faisons, quel est le sentiment, quel peut-être même, et même le ressentiment que nous avons individuellement, spécifiquement, collectivement, de nos institutions. Que vaut la CEDEAO aujourd'hui pour un Béninois, un Togolais, un Sénégalais, un Sierra Léonais? C'est le vrai sujet ainsi. L'Union africaine, au-delà de la CEDEAO, est-ce que nous nous sentons africains, panafricanistes, tout ça, tous ces concepts qui parfois peuvent être instrumentalisés ou parfois qui peuvent être manipulés avec aisance. Donc, il y a un vrai sujet qui, au-delà de la géopolitique, qui est très essentiel, c'est de savoir la façon dont nous nous positionnons, chacun de nous individuellement, qu'on soit consultant, médias comme vous, chercheurs universitaires ou membre de la société civile. Il y a un vrai sujet qui est celui donc du respect de la représentation, je dirais même de la perception donc de ces institutions. Le vrai et le vrai challenge, hein, je dirais, pour la CEDEAO et pour toutes les institutions à venir, c'est de pouvoir renforcer, je dirais, à l'intérieur de chaque pays de la région ouest africaine et au-delà de la région ouest africaine, le sentiment que ces institutions, nous devons les border, nous devons les soigner, nous devons nous en occuper. Aujourd'hui, la CEDEAO apparaît comme un tigre en papier. Elle est beaucoup critiquée parce qu'elle n'a pas su, justement, face aux pays de l'AES, elle n'a pas su dire son mot. Et elle n'a pas aussi su, par rapport au tripatouillage constitutionnel, par rapport au troisième, quatrième et cinquième mandat, elle n'a pas su avoir une voix forte. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on accable beaucoup la CEDEAO de torts qui ne sont pas les siens. Parce que, en fait, la CEDEAO, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, en fait. Ce n'est pas une institution qui est froide et qui est cliniquement installée sur le continent. Elle nous appartient à nous tous. Donc, tant que nous n'aurons pas à cœur donc, de renforcer nous-mêmes notre compréhension, notre perception de la CEDEAO, elle restera, je dirais, un monstre, un tigre en papier, et visiblement et manifestement, ça joue sur une vue d'ensemble qui est celle d'un continent ou d'un sous-continent qui est totalement instable. Aujourd'hui, vous avez le golfe de Guinée, vous avez l'AES, vous avez le terrorisme qui frappe de façon virulente les pays du Sahel central. Aujourd'hui, les pays du golfe de Guinée sont touchés, une fois encore. Quelle est la voie de la CEDEAO par rapport à ça, au-delà de faire des communiqués de presse qui sont très intéressants à regarder, à lire, à conceptualiser, mais concrètement, que fait la CEDEAO par rapport aux attaques terroristes? Que fait la CEDEAO par rapport au coup d'État militaire? Que fait la CEDEAO par rapport, je dirais, à l'impression que chaque Ouest africain a de cette organisation? Donc, tout ça, évidemment, ce n'est que des questions, mais la réponse, effectivement, les réponses détermineront la façon dont chacun de nous cherchera à renforcer ces institutions parce que si elles sont renforcées, la démocratie sera renforcée à l'intérieur de nos pays, à l'extérieur de nos pays. Et effectivement, on sera dans un schéma de géopolitique beaucoup plus stable.
Marie-Josiane Nga, je reviens vers vous, hein, après tout ce qui a été développé, les interrogations posées notamment par Régis Rumpet. Finalement, quel rôle doivent finalement jouer les institutions régionales et continentales sur les questions de démocratie dans la région? Je m'inscris hein, en accord avec ce qui a été dit aussi par mes prédécesseurs et aussi la question de Régis qui paraît très pertinente, à savoir le rôle de ces institutions dans la vie des citoyens, parce que pour moi, c'est une question primordiale. Donc, déjà, pour essayer d'aller vers des recommandations concrètes, en fait. Qu'est-ce qui peut renforcer la crédibilité de ces institutions-là dans le renforcement de la démocratie? Donc, je dirais que euh, il faut peut-être déjà penser à que ces institutions pensent à institutionnaliser, comment je vais dire, une sorte d'alerte démocratique préventive, c'est-à-dire mettre en place un indice de risque démocratique avec des indicateurs de gouvernance, liberté d'expression, etc. Bon, mais est-ce que ces organisations ces régionales ont cette capacité? Peut-être que oui, peut-être que non, mais selon mon observation, ce rôle est surtout renforcé par les organisations de la société civile. Donc, je peux citer par exemple le cas du WANEP, West African Network for Peace, qui travaille étroitement avec la CEDEAO pour fournir ce genre d'alerte. Mais la question, c'est est-ce que cela est institutionnalisé? Est-ce que, en fait, ce système répond ou agit efficacement et concrètement dans la prévention du déclin démocratique pour ce qui est de la CEDEAO? Donc, et aussi, comme je le disais tantôt, la CEDEAO, puisque, il s'agit beaucoup plus de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO a l'habitude de sanctionner les coups d'État constitutionnels et, enfin, les coups d'État, je veux dire quoi? Je veux dire, la CEDEAO a l'habitude de sanctionner les coups d'État démocratiques, mais non pas les coups d'État constitutionnels. Donc, toute tentative de modification des règles électorales à des fins personnelles doivent être considérées comme une rupture de l'ordre démocratique. Et ça, il faut que ces institutions les reconnaissent. Et comme je le disais tantôt, il faut impliquer formellement la société civile dans les décisions. Il faut que ces institutions régionales reconnaissent la place de la société civile. J'ai parlé tantôt du rôle que joue par exemple le WANEP et que joue par exemple le WADEMOS, le réseau de solidarité pour la démocratie. Il est important de créer un organe consultatif permanent de la société civile au sein de la CEDEAO. Et là, je vais parler des efforts qui sont faits pour la création de l'ECOSOC au niveau de la CEDEAO. Ça existe déjà au niveau de l'Union africaine. Mais au-delà de la création, il faut aussi voir comment est-ce que ce système est effectif, tout comme les systèmes d'alerte précoce. Et comme je le disais tantôt également, pouvoir donner suite aux recommandations des missions d'observation électorale. Donc, trop de rapports électoraux, comme je le disais, finissent dans les tiroirs. On a l'impression que ces institutions régionales ne limitent la démocratie que à l'aspect électoral. Mais cela n'est pas le cas. Mais par contre, au cas où il y a des missions, autant de logistique, autant d'efforts sont déployés pour des missions électorales, il faut que ces rapports électoraux soient pris en compte par ces organisations régionales-là. Donc, je pense que ça, c'est le premier aspect de ma réponse. En fait, ça, c'est à l'intention des institutions régionales. Comment est-ce que renforcer ces institutions régionales-là? Mais comme je le disais, et j'insiste là-dessus, il y a aussi un rôle que la société civile devrait jouer et qui va accompagner ces institutions régionales. Et là, je vais parler de l'organisation au-delà des frontières, multiplier les initiatives transnationales pour pouvoir peser davantage sur les décisions régionales. Vous savez que dans des espaces civiques, il y a certains pays qui ont des espaces civiques très restreints et dont les acteurs locaux ne peuvent pas s'exprimer. C'est là où donc interviennent
les acteurs transfrontaliers ou transnationaux. Donc, il est important qu'au niveau local et au niveau régional, la société civile sache s'accorder, s'organiser au-delà des frontières. Et ce qui ne peut pas être dit au niveau national peut être dit au niveau régional et ça peut porter la pression au niveau des organisations régionales qui peuvent agir et ça peut renforcer justement le rôle de ces institutions-là dans la promotion de la démocratie. Et comme je le disais encore tantôt, renforcer la crédibilité des alertes. J'ai parlé du cas du WANEP. Il faut aussi investir les espaces institutionnels existants, même si c'est imparfait, s'impliquer dans les forums de la CEDEAO et puis mobiliser les citoyens sur les enjeux régionaux. Je pense que nous sommes à l'ère du digital, les podcasts, les vidéos, les campagnes, etc. Je pense que tout ça peut permettre de renforcer le rôle de ces organisations régionales. Je suis d'accord avec ce que Régis disait sur le fait que la CEDEAO, on a l'habitude de sanctionner, on est un peu trop dur avec ces organisations régionales, la CEDEAO, comme si ce n'est pas notre affaire, comme si c'est juste une affaire des chefs d'État. Mais c'est notre affaire à nous tous. Donc, il est de notre devoir de renforcer ces efforts qui sont déjà mis sur pied et d'accompagner le processus de transformation de ces institutions régionales, la CEDEAO, quitter de la CEDEAO des États vers la CEDEAO des peuples. Je pense que ça, c'était ma deuxième recommandation, je vais dire, à l'intention de la société civile. Donc, je pense que tout cela concourt à renforcer la crédibilité de ces organisations régionales. Ibrahim Aïdara, en plus de ce que Marie-Josiane Nga disait tantôt, d'un côté, on a dressé un tableau plutôt reluisant des actions des institutions régionales, mais aussi continentales, la CEDEAO et l'Union africaine, sur les questions démocratiques sur le continent. Plusieurs exemples ont été cités. Alors, de l'autre côté également, quand on voit l'évolution de la situation politique dans la région ouest africaine, l'évolution de la marche de la région vers la démocratie, on se rend compte que quelque part, hein, il y a quand même, quand on pèse tout sur la balance, hein, c'est pas très équilibré. Alors, Ibrahim Aïdara, finalement, est-ce que ces institutions régionales, continentales, jouent véritablement ce rôle? Elle cherche à jouer ce rôle, mais avec de gros défis à relever dans le processus surtout de consolidation démocratique. Comme les collègues l'ont expliqué, la CEDEAO ou l'Union africaine sont assez éloignés même, sont assez éloignés des citoyens africains ou ouest-africains si les citoyens ne sont pas suffisamment impliqués, c'est parce que elles sont éloignées de ces institutions-là et ne reflètent pas nécessairement leurs préoccupations, leurs intérêts. Et la formule de la CEDEAO des peuples n'est pas tout à fait, disons, n'a pas tout à fait, disons, pris, quoi, nécessairement. Euh, et donc, sous ce rapport, le fait que la CEDEAO ou l'Union africaine sont des institutions qui sont assez bien dans la création, l'innovation normative. Il y a beaucoup de normes, de cadres normatifs qui ont été mis en place, mais qui ne sont pas appliqués efficacement ou qui sont appliqués en double standard. Ils sont appliqués à certains et à la majorité ne l'est pas. Ou quand on tente de l'appliquer, on l'applique très mal. Ça a été par exemple le cas de la CEDEAO quand il y avait des manipulations constitutionnelles dans beaucoup de pays que je ne vais pas citer ici nommément et que la CEDEAO soit a laissé pourrir ou timidement intervenu. Et ça a été le cas aussi quand il y a beaucoup de coups d'État dans la même sous-région. On a vu comment est-ce que la CEDEAO a tenté de régler ça, soit par des menaces
d'intervention militaire, soit par des menaces, par des sanctions, mais à mon avis, qui sont restées toutes efficaces inefficaces les unes que les autres et qui ont contribué qui ont été beaucoup plus, disons, contre-productives du point de vue aussi bien de ces dirigeants-là que des populations de ces pays-là et de façon générale de la sous-région par rapport à la prévention. Et donc, moi, je pense que la CEDEAO et l'Union africaine doivent investir beaucoup plus davantage dans la prévention, des crises, disons, euh, et soutenir Mm. les processus électoraux en amont pour éviter des crises électorales ou post-électorales. Mais aussi longtemps que la CEDEAO ne joue pas efficacement, n'investit pas suffisamment dans la prévention, je pense qu'elle va rester tout à fait inefficace et sa crédibilité sera toujours en jeu du point de vue donc des citoyens de la région. Pardon. Alors, Ibrahim Aïdara, vous avez souligné quand même deux points très intéressants, hein, notamment le fait que ces institutions sont éloignées des peuples, hein. Alors, on se demande, on se dit, la CEDEAO a pourtant un parlement. Alors, avant vous, Marie-Josiane Nga a également soulevé plusieurs points, comme Régis Wumpe également, sur les efforts que la CEDEAO ou encore l'Union africaine et les autres institutions doivent également faire, hein, pour justement renforcer la démocratie dans la région. Beaucoup de recommandations sont faites, hein, à chaque fois à ces institutions, mais finalement, on ne voit pas de résultats concrets sur le terrain. Alors, Régis Houpert, on se demande qu'est-ce qui empêche ces institutions de véritablement jouer leur partition dans la marche de la région vers la stabilité démocratique. Malgré autant de rapports, autant de recommandations, on se demande qu'est-ce qui ne marche toujours pas. Oui. Euh, Mes deux prédécesseurs ont rappelé, et je le consolide de cette façon, le besoin ultime de faire rentrer la CEDEAO dans nos pays, de la pousser de toutes ses forces afin qu'elle rentre dans chacun de nos pays. Euh, Moi, je vis à Cotonou et j'ai souvent l'occasion d'être dans la sous-région ouest africaine et parfois au-delà. Je vis aussi une partie du temps en Europe et à Paris. Et le constat que je fais de façon très schématique, c'est que vous n'avez jamais, par exemple, dans les pays où moi je vais, par exemple, ou quand je suis au Bénin, on a très peu, par exemple, d'initiatives, de conférences, de forums, ou par exemple délégués par une instance de la CEDEAO. Alors qu'il suffit d'être dans n'importe quelle capitale du monde, vous avez la délégation de l'Union européenne, vous avez la délégation de la francophonie, vous avez la délégation de l'OTAN. Bref, et partout, vous avez de façon très visuelle, très matérielle et très pragmatique, vous avez les effets directs donc, de ces institutions. Moi, en tant que Ouest-Africain et en tant qu'Africain, ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est que la CEDEAO connaît de façon très visible, sans faire de la caricature, hein, mais qu'on puisse vraiment démontrer par la preuve que la CEDEAO s'implique, par exemple, dans les processus électoraux, non pas quand il y a des élections, au-delà des élections, avant les élections, après les élections. La CEDEAO n'intervient que, par exemple, il y a des processus électoraux, parfois quand ils sont biaisés ou quand ils sont tangents. Pourquoi la CEDEAO, justement, elle n'est pas tout simplement une institution, par exemple, qui rentre dans les universités, qui rentre dans les collèges, dans les écoles, qui incite justement à idéaliser, je mets bien le mot entre guillemets, idéaliser, je dirais, le récit ouest-africain à travers des émissions en langue locale, par le biais de radios communautaires. Là, je suis un peu déjà dans les pistes, alors que c'est plutôt, moi, quand je vais à des conférences ou je suis invité à des forums, c'est quand c'est pas l'Union européenne, c'est la francophonie ou sont des fondations allemandes ou américaines ou italiennes. Et moi, ce que j'aurais aimé, effectivement, et c'est quasiment un cri de cœur, c'est que la CEDEAO, tant qu'elle ne rentre pas dans l'imaginaire collectif, à la fois des citoyens, des pouvoirs politiques, des pouvoirs internationaux,
elle continuera d'être, effectivement, comme on le dit de façon un peu caricaturale, le forum ou le syndicat des chefs d'État, alors qu'elle mérite mieux que ça. Et je pense aussi, c'est même le reproche que je fais à la CEDEAO, on peut le retrouver aussi en Afrique centrale, on peut le retrouver en Afrique australe, on peut encore le retrouver au Maghreb, que je connais un tout petit peu. Donc oui, il y a un vrai sujet, si vous voulez, c'est la représentation et la perception. Donc, euh, 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 de nos institutions, qu'elles soient régionales, sous-régionales et continentales. Et donc, pour la CEDEAO, effectivement, le vrai sujet, le vrai travail, c'est qu'elle rentre dans la maison, c'est qu'elle rentre dans les universités, c'est qu'elle rentre dans les radios communautaires et qu'elle rentre effectivement, vous, en tant que média, sans vous poser la question, est-ce que la CEDEAO a initié, par exemple, des forums, par exemple, sur la désinformation en contexte électoraux, ou quels sont les sujets sur lesquels la CEDEAO travaille, par exemple, pour la protection des sources journalistiques. Généralement, ce sont des institutions, je dirais, européennes et internationales qui font ce genre, qui mettent en place ce genre d'initiatives. Et quand c'est pas par le biais de la société civile, et Marie-Josée Lunga l'a bien rappelé par rapport au WANEP, que je connais un tout petit peu quand c'est pas le WANEP, ou c'est parfois, ce sont des think tanks comme Timbuktu, comme Wati, par exemple, qui mettent en place des conférences ou parfois même des formations à l'adresse de la société civile. Généralement, c'est par le biais d'institutions qui sont européennes, des institutions qui sont américaines, qui sont parfois internationales. Je ne dis pas de façon très absolue que la CEDEAO ou que en Afrique de l'Ouest, il y a pas ce type d'initiative, mais on n'en voit pas assez. Donc, tant qu'on ne verra pas assez la CEDEAO s'afficher au fronton de chacun de nous, et moi je dis de façon très caricaturale, hein, parce que je vis en France, quand vous avez des conférences, quand vous avez des gros événements, vous avez le drapeau français, à côté vous avez le drapeau européen, de façon très officielle. Moi, j'aimerais bien, effectivement, régulièrement, très souvent, effectivement, qu'on ait effectivement les signes, le symbole même de la CEDEAO à côté de nos symboles nationaux. Parce que la réalité est toute simple, c'est que si on, même s'il y a un vrai sujet qui est celui du ressentiment par rapport à la CEDEAO, au contenu de certains historiques, mais moi je pense que pour faire revenir la CEDEAO dans nos mémoires et dans nos imaginaires, il faut partir donc parfois d'éléments symboliques. Maintenant, au-delà, la CEDEAO intervient dans les processus électoraux, elle est là pour assurer la transparence des élections dans nos pays, elle est là pour renforcer la démocratie, pour faire la paix, pour mettre en place les meilleurs processus pour davantage de prospérité économique et de développement social. Bon, tout ça est bien vrai, tout ça est bien beau dans les dossiers. Parfois, elle y parvient, parfois, elle fait ce qu'elle a à faire. Et puis, moi, je suis le premier à dire effectivement que la CEDEAO, malgré avec ses petits bras musclés, elle arrive quand même à démontrer sa pertinence, mais elle mérite mieux, elle peut faire plus. Et ce que je dis, c'est valable aussi pour toutes les institutions sous-régionales du continent et davantage encore plus pour l'Union africaine. Bien sûr, hein, Régis Houpert, je vais rappeler que les festivités des 50 ans de la CEDEAO ont été lancées il y a quelques jours à Accra. Ça Oui, va se poursuivre dans d'autres capitales également ouest-africaines. Ce sera un moment de poser vraiment le débat et de mener des réflexions sur la question selon l'organisation ouest-africaine. Et vous avez parlé également des programmes qui ne sont pas trop financés par la CEDEAO, des programmes de sensibilisation, sinon des programmes pour remettre la CEDEAO dans l'imaginaire collectif. Pour appuyer un peu ce que vous avez dit, on va rapidement rappeler que sur le cas des élections, en Côte d'Ivoire, c'est d'ailleurs l'Union européenne qui a lancé un grand projet pour financer justement des élections apaisées, sans violence dans le pays. Plusieurs activités ont été financées dans ce sens, loin de faire la publicité. Ça nous permet de faire une transition justement pour venir sur le cas de la Côte d'Ivoire. J'aimerais qu'on s'arrête sur le cas de la Côte d'Ivoire, mais aussi de la Guinée-Bissau. Ces deux pays se préparent à organiser des élections, la présidentielle en Côte d'Ivoire en octobre prochain, puis les élections générales en Guinée-Bissau en novembre prochain. Le Ghana également sort des élections il y a 4 mois seulement. Alors, on profitera aussi pour parler du rôle des institutions locales. D'abord, sur la Côte d'Ivoire, au vu de la tension politique qui monte, Ibrahim Aïdara, est-ce qu'une nouvelle crise politique est inévitable dans le pays? Ce dont on ne souhaite pas, bien sûr. Oui, moi je pense que une nouvelle crise en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest, n'est pas souhaitable, et encore moins en Côte d'Ivoire.
où on a été traumatisé par ce qui s'était passé il y a une dizaine d'années. Euh, mais je pense que la question électorale est une variable très importante dans la consolidation démocratique et il y a des facteurs de risque euh, de la crise qui sont là. Il y a tous les éléments de la crise qui sont là, notamment dans la manipulation de la Constitution, la capture des institutions judiciaires pour éliminer ou embastiller les opposants, etc. Et la question du fichier électoral et de la commission électorale indépendante, qui sont aujourd'hui des goulots d'étranglement en Côte d'Ivoire qui doivent trouver, disons, un minimum de consensus entre les différents acteurs. Autrement, des facteurs de risque de crise ne sont pas à écarter. Et je ne voudrais pas très insister sur la crise parce que véritablement ce n'est pas souhaitable. Et c'est là que le rôle des institutions reste important. Dans des contextes différents, les institutions comme la Commission électorale indépendante, vous avez mentionné par exemple le cas du Ghana, a toujours joué par exemple un rôle déterminant dans l'équilibre des différents partis et dans l'arbitrage dans le processus électoral. Ce n'est pas nécessairement le cas ici en Côte d'Ivoire. Et que donc, euh, au-delà donc des faiblesses de ces institutions locales ou des limites de ces institutions locales, la CEDEAO aurait pu intervenir pour, par exemple, à mon avis, faciliter un dialogue inclusif avant que ça ne débouche sur la crise. Mais là, c'est comme si on est attentif. On est sur, disons, à la défensive. Donc, on attend que la crise éclate pour pouvoir intervenir, alors que le moment est vraiment plus que propice pour intervenir et amener les différents acteurs à dialoguer, à trouver un consensus cette question-là, surtout euh, de la question de la commission électorale, la question des candidatures, etc. Et je pense que c'est là aussi que la CEDEAO doit jouer un rôle important ou pourrait jouer un rôle important pour faire valoir donc tout son sens dans l'assurance de la transparence dans le processus électoral en Côte d'Ivoire et renforcer la médiation entre les différents acteurs parce que tel qu'on est parti, c'est assez tendu. Et l'on a besoin d'un acteur, euh, d'un acteur qui pourrait faciliter, donc, parler à tout le monde et faciliter, donc, le dialogue à travers la médiation entre les différents acteurs. Bien sûr, hein. Marie-Josiane Nga, comment apaiser les tensions pour arriver à une élection apaisée en Côte d'Ivoire, pour vous qui avez observé de près le processus électoral au Ghana, pour vous qui avez fait une mission d'observation des élections au Ghana, comment apaiser les tensions et arriver justement à une élection apaisée en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est pas maintenant que les institutions en Côte d'Ivoire doivent vraiment jouer leur partition pour une stabilité démocratique dans le pays? Oui, tout à fait. Comme Ibrahim l'a dit, hein, on peut clairement entrevoir des risques de crise politique en Côte d'Ivoire à l'approche des présidentielles. Et je dirais, ce qu'il faut surveiller de très près,
Euh, le climat préélectoral, c'est très important. Le climat préélectoral, les arrestations, les restrictions, les réformes de dernière minute, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais de manière générale, même dans le cas de la Guinée-Bissau, il faut surveiller le climat préélectoral. Il faut regarder la composition des institutions clés telles que la commission électorale indépendante. C'est tout cela qui concourt, n'est-ce pas, à un climat de paix pendant les élections. Donc, il faut regarder cela. On a vu au Ghana, puisque vous avez fait mention de la période électorale au Ghana, avant les élections, il y avait des débats sur la validité des représentants de la commission électorale. Et avant les élections, on a dû procéder à des changements au sein de la commission électorale. Donc, il faut surveiller ça aussi, la composition de la commission électorale indépendante et les conditions d'accès aux médias. Si les médias demeurent un moyen efficace de communication avant les élections, pendant les élections, après les élections. Donc, c'est maintenant, comme mon professeur Ibrahim l'a dit, c'est maintenant que ces mesures doivent être prises pour se rassurer qu'on aura des élections pacifiques et crédibles en Côte d'Ivoire. Et pour des experts, en fait, ceux qui justement surveillent de très près la politique en Côte d'Ivoire, il faut également regarder le jeu des alliances. On sait quand même que en Côte d'Ivoire, la succession d'Alassane Ouattara, toujours un peu floue. Il y a le retour des acteurs historiques comme Laurent Gbagbo ou Guillaume Soro. Euh, ou peut-être, je ne sais pas, Ibrahima pourra me corriger, mais peut-être une opposition affaiblie, des institutions non neutres. Je parlais du Conseil de la Commission électorale tantôt. Qu'en est-il du Conseil constitutionnel? On a vu l'impact du Conseil constitutionnel au Sénégal. On a vu à quel point ces institutions pèsent justement sur la conduite des élections pacifiques dans certains pays. Et il ne faut pas négliger non, aussi la mémoire vive des violences post-électorales de 2010. Donc, voilà, il faut regarder tout ça de très près, le jeu des alliances. Et je pense que cela va permettre d'assurer je veux dire quoi, une compétition pacifique. Donc, ce qui fera la différence dans le cas de la Côte d'Ivoire, on n'a pas encore parlé du cas de la Guinée-Bissau, mais c'est justement la capacité des acteurs politiques à dialoguer, la pression citoyenne, j'ai parlé des médias, du rôle des médias, la pression citoyenne pour des élections crédibles et surtout également la capacité des institutions régionales à anticiper et à intervenir à temps. Et avant-dernière question, avant de refermer la première partie de cette discussion, justement pour revenir un peu sur le cas des institutions, du rôle des institutions locales. Alors, Ibrahima Aïdara, vous parlez tantôt c'est plutôt Marie-Josiane Nwinga qui parlait justement du rôle de ces institutions. On a parlé du Conseil constitutionnel, on ne peut ne pas citer le bon exemple du Sénégal. Ibrahima Aïdara, finalement, comment arriver à cela? Peut-être comment étendre cela à d'autres pays, même comme les contextes et les histoires sont un peu différents. Mais comment étendre cela à d'autres pays quand on a vu un peu le cas du Conseil constitutionnel au Sénégal qui s'est encore d'ailleurs illustré récemment avec une loi qui a été récemment adoptée à l'Assemblée nationale. Comment arriver cela, par exemple, en Côte d'Ivoire ou encore en Guinée-Bissau? Non, Alpha, moi je pense que là, ça dépend de plusieurs facteurs et des contextes. Mm. Par exemple, si par exemple au Ghana, si l'on prend le cas de la commission électorale, de façon consistante, elle est restée au moins quote unquote indépendante et crédible aux yeux des citoyens et a pu jouer le rôle qui est attendu d'elle
dans la gouvernance du processus électoral dans ce pays-là. Par contre, les exemples qu'on a donnés, que vous demandez, le cas du Sénégal, et comment est-ce qu'on peut l'exporter ailleurs. Je dis que ça dépend de plusieurs facteurs et des contextes. Moi, je pense que il y a un facteur important qu'il faut tenir en compte parce que quand on parle d'institutions solides, c'est pas seulement l'organe juridique, par exemple, qui est là. C'est animé par les hommes et il y a un leadership politique qui définit la politique de cette institution-là. Autant, par exemple, le Conseil constitutionnel du Sénégal, maintenant, est applaudi par presque tous les acteurs, autant il y a quelques mois, avant, était fortement critiqué. Donc, avec un facteur important qui était le leadership politique qui était là, qui était soupçonné de trucs. Donc, je pense qu'il y a plusieurs facteurs à mon avis, mais en tout état de cause, on peut s'inspirer des bons exemples, comme maintenant c'est le cas du Sénégal, que les animateurs de nos institutions doivent saisir l'opportunité qui leur est offerte de prendre leur indépendance et de servir leur population au lieu de servir les princes. Et je pense que si on est dans cette posture-là, on peut véritablement, disons, rendre service à la démocratie et disons, à la résolution de la préoccupation des citoyens de son pays. Mais bon, c'est ça que je peux dire à ce niveau-là. Bon. On va terminer par vous, Régis Oupé, pour la première partie de cette discussion. On disait tantôt que la CEDEAO doit être plus impliquée dans les processus électoraux avant, mais aussi après. Et la CEDEAO doit Oui. suivre de près les recommandations. Pour le cas de la Guinée-Bissau, on a récemment vu une mission de la CEDEAO être quasiment expulsée du pays par le président Omarou Sissoko Embalo, une mission de la CEDEAO qui tentait quand même de régler la crise politique en cours dans le pays, sinon la tension politique en cours dans le pays qui a rencontré les différents acteurs, mais qui finalement qui est parti au bord de l'expulsion. Est-ce que finalement ça craint également en Guinée-Bissau quand on voit de telles scènes? Évidemment, l'expulsion donc de cette délégation de la CEDEAO, elle dit deux choses essentielles. C'est que non seulement la CEDEAO n'est pas respectée au-delà de ses frontières et dès qu'elle vient effectivement pour faire du dialogue, amener de la paix, amener de la concertation, euh, elle n'est pas en capacité de faire acte d'autorité dans la mesure où Umaru Sissoko l'a quasiment, oui, expulsé, c'est bien le mot. Mais une fois encore, moi, je dis ces épisodes qui sont parfois répétitifs donc de la stratégie et de la façon dont nous percevons la CEDEAO ne font que nuire effectivement à l'idée que nous faisons de la démocratie, des transitions politiques, des alternances au pouvoir. Moi, je pense que l'exemple bissau-guinéen n'est qu'un entre autres, dans la panoplie de la façon dont la CEDEAO, parfois elle est contestée, niée et généralement méprisée, démontre peut-être aussi pour nous, observateurs, c'est aussi un observatoire pour nous qui nous permettra peut-être d'établir des recommandations, des pistes et des idées nouvelles hein, afin que la CEDEAO retrouve, je dirais, toute légitimité, toute crédibilité afin que son autorité ne soit contestée, soit à la fois incontestable et contestée. Moi, j'y crois. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la CEDEAO, elle est morte pour de bon. Non, elle n'est absolument pas morte pour de bon. Elle vit c'est aussi une crise de maturité. Et comme toutes les institutions, l'Union européenne le vit aujourd'hui, c'est toi, depuis le retour de Donald Trump qui met des coups de boutoir pour réveiller, je dirais, la belle endormie européenne. Je pense qu'aussi nous avons besoin sur le continent africain aussi de moments chocs
qui nous permettront de nous interroger, d'interpeller la CEDEAO, de faire un examen de conscience et qui démontreront que oui, quoi qu'on veuille, quoi qu'on dise, cette institution, nous devons la sauvegarder parce que, surtout en Afrique de l'Ouest, nous n'avons pas eu d'autres institutions, même si nous avons un mini-bloc qui s'est constitué et qu'il ne faut absolument pas snober, qui est celui de l'AES. Il faut plutôt travailler à ce que l'AES, en fonction de son agenda politique, du temps qui est le sien, revienne à la maison, revienne à la table de concertation. Mais le risque que je ne souhaite pas que nous prenions en Afrique de l'Ouest, c'est que nous ayons plusieurs mini-blocs. On a le bloc de l'AES. J'espère pas qu'un jour on aura le bloc des pays du Golfe de Guinée, ainsi de suite. Non. Sinon, l'AES aurait envoyé un signal de désintégration totale et en accéléré. Et la CEDEAO, dans ces conditions, elle paierait de ça plus vilainement, ce qui n'est absolument pas le cas. Maintenant, en Guinée-Bissau, vous avez rappelé l'épisode Bissau-Guinée, et puis j'ai envie de faire rapidement, de dire rapidement un petit mot sur ce que nous vivons ou ce que nous voyons poindre en Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire n'a absolument pas besoin de cette crise parce qu'une crise ivoirienne de cette ordre, de cette nature, rejaillirait, je dirais, sur la stabilité politique du continent. Parfois, on dit que l'histoire a tendance à se répéter et que les peuples, ou du moins les classes politiques, ne savent pas apprendre du passé. J'espère que bientôt les choses vont plutôt rentrer dans l'ordre et que ce pays qui est un pays phare, hein, comme l'ensemble de tous les pays qui sont tous des pays phares, reviendra à la raison parce que nous avons déjà des crises qui sont des crises parfois perlées, parfois permanentes, parfois incisives en Afrique de l'Ouest. Nous n'avons absolument pas besoin d'une crise à l'ivoirienne. On en a connu une il n'y a pas si longtemps que ça, et vivement que toutes ces crises s'éteignent parce que il y va de la stabilité et je dirais tout simplement de la survie donc de la région ouest africaine. Et bien sûr, on arrive presque au terme de cette discussion, hein. Dans la seconde partie, nous allons parler de comment, à travers certaines de leurs actions, les institutions régionales et continentales peuvent aussi porter atteinte à la démocratie et que doivent-elles faire justement pour ne pas porter atteinte à cette marche de la région ouest africaine vers la stabilité démocratique. D'abord, Ibrahim Aïdara, est-ce qu'aujourd'hui, il faut reposer le débat démocratique autrement? Sinon, est-ce qu'aujourd'hui, il faut repenser la démocratie autrement dans la région ouest africaine, une démocratie très critiquée au travers justement de la CEDEAO? Oui, moi je pense que sans hésiter, euh, je pense que nous devons repenser notre démocratie en Afrique de l'Ouest. Et je suis de ceux qui ont toujours refusé, disons, entre guillemets, quoi, la singerie, quoi. Copier ou importer des modèles étrangers et les plaquer à nos réalités qui ne correspondent pas. Et donc, je pense, et le modèle démocratique libéral que nous avons expérimenté depuis ces 3, 4 dernières décennies, à mon avis, a montré ses limites. Et je pense qu'il faut repenser. Mais je voudrais, Alpha, si vous le permettez, revenir un peu Bien sûr, sur la allez-y. CEDEAO, sur la CEDEAO, Mm. parce que je pense que dans le processus de consolidation démocratique et de reconstruction de sa propre crédibilité, à mon avis, ce n'est pas déconnecté de la question que vous avez posée dans Allez-y. la redéfinition de notre démocratie qui correspond à notre perspective, à nos réalités et notre perspective dans lesquelles ou à travers lesquelles nous nous reconnaissons en tant que Ouest-Africains. Euh, Nous devons définir, la CEDEAO doit définir ses propres agendas et non pas avoir des agendas cachés ou conduire des agendas extérieurs. Même si ce n'est pas vrai, il y a une forte perception que nous n'avons pas nous-mêmes nos propres agendas. Et je pense que ça, c'est très important. Nous devons financer en tant que région, institution régionale comme la CEDEAO qui, en théorie,
ne finance pas, ne souffre pas tellement de déficit de financement, financer adéquatement des questions importantes comme la consolidation démocratique dans la région et de ne pas dépendre de financement de projets ou de financement extérieur. Ça affaiblit l'institution et ça rend pas crédible nos activités et pas de façon soutenable ce que nous sommes en train de faire. Donc, au total, pour répondre à la question, je dirais que nous avons besoin de repenser et de redéfinir nos propres modèles et la démocratie y compris. Mm. Marie-Josiane Nga, je me tourne maintenant vers vous. Vous avez parlé tantôt de penser aujourd'hui à une diplomatie préventive. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut finalement, est-ce que les institutions finalement doivent aller vers une réadaptation des textes, une réadaptation aujourd'hui de leur politique de développement public, de développement de la région? Oui, oui. Je vais commencer par le dernier point émis par Ibrahima, les formes locales de démocratie. Je pense que cela est très important. Il a dit que il ne faut pas forcément copier les modèles occidentaux. Et cela est vrai. Repenser la démocratie, ça veut dire ne pas copier forcément les modèles occidentaux, mais construire une démocratie enracinée dans les réalités africaines, avec ses propres formes de participation, de redevabilité, de représentativité. Bref, une démocratie où l'on se reconnaît en tant que Ouest africain. Donc, je pense que la question de repenser la démocratie, elle est importante, elle est pertinente. Et je voudrais aussi ajouter sur le point de la CEDEAO, qui dit vouloir, disons, repenser ou bien redéfinir ou revaloriser la démocratie, dit aussi revoir la gouvernance de la CEDEAO elle-même. Vous avez mentionné tout à l'heure les événements par rapport au 50e anniversaire de la CEDEAO et je sais que depuis quelque temps, depuis quelques années, il y a un sujet sur la réforme de l'institution, mais qui peut-être peine à voir le jour. Donc, je pense que la CEDEAO elle-même est consciente des défis et est consciente des efforts qu'il faut en termes de réforme. Parce qu'aujourd'hui, et puis Ibrahima l'a bien dit, le mode de financement empêche justement la CEDEAO de jouer pleinement son rôle. Les financements, je pense qu'on le sait tous, viennent généralement des bailleurs de fonds et parce que les États ne sont pas en mesure de contribuer efficacement. Donc, quand on veut revoir, repenser la démocratie, on doit aussi revoir le système en interne. Également, j'ai parlé des réformes dans le débat qui tourne autour de la réforme des institutions régionales, particulièrement de la CEDEAO. Il y a aussi le processus de prise de décision. Au niveau de la CEDEAO, les décisions sont prises par consensus, c'est-à-dire que si à une conférence des chefs d'État, tous les chefs d'État ne sont pas d'accord sur une décision à prendre, eh bien, cette décision ne peut pas être prise. C'est le cas, n'est-ce pas, de la décision tant attendue sur la limitation des mandats. C'est un débat qui est au sein de la CEDEAO depuis 2015 et il y a eu des oppositions fortes de certains pays. Et jusqu'à ce jour, la CEDEAO ne peut pas agir efficacement quand il s'agit de la question de la limitation des mandats. Donc, il faut justement revoir tout cela et la structure interne même de la CEDEAO qui fait que, vous savez, au sein de la CEDEAO, il y a une commission et puis il y a une conférence. C'est exactement le même modèle appliqué par l'Union européenne, l'Union africaine, mais à savoir si cela répond vraiment à nos réalités ou bien si cela est vraiment fonctionnel. Aujourd'hui, si vous discutez avec les agents de la commission,
ils vont vous dire que eux, ils ne prennent pas de décisions, c'est à la conférence des chefs d'État de prendre les décisions. Donc, on Mhm. comprend que la conférence des chefs d'État est l'organe politique et puis la commission, c'est qui est plus sur le terrain, qui est plus celle qu'on voit, que les citoyens voient. La commission qui est celle qui élabore les communiqués de presse, etc., qui joue ce rôle de rapprochement avec les peuples, cette commission-là est affaiblie et ne peut rien faire parce qu'en réalité, les décisions se prennent au niveau de la conférence des chefs d'État. Et les citoyens n'ont pas accès direct à la conférence des chefs d'État, se limitent à la commission. En tant que membre du réseau Wademos, on a l'habitude d'interagir avec la CEDEAO, mais cela se limite à la commission parce que c'est très difficile d'avoir accès, ne serait-ce que accès au président de la commission. Donc, si déjà on ne peut pas avoir accès en tant que citoyen au président de la commission, comment est-ce qu'on pourra avoir accès peut-être à un conseil des ministres ou vous voyez un peu. Donc, je pense que pour ma part, il est essentiel de repenser cette démocratie à travers la CEDEAO et à travers ces chantiers que nous avons évoqués. Peut-être également penser à rendre la commission de la CEDEAO beaucoup plus forte, en impliquant beaucoup plus Exactement. les acteurs citoyens. On va terminer par là. Dernière question, vous pourriez tous réagir à tour de rôle, hein. Je vais commencer par vous, Régis Oumpé. Est-ce que Oui. finalement, pour la meilleure façon de veiller à la bonne marche de la démocratie dans la région ouest africaine, c'est d'aller vers une diplomatie préventive? Oui, la diplomatie préventive, elle est très importante. Je pense que s'il y a, euh, quand on parle de crise sur le continent ou dans cette partie, de crise, que ce soit des crises sécuritaires, une crise politique, une crise diplomatique, ce qui manque effectivement, c'est tous les processus qui mènent à la prévention et à la résolution. Donc, il faut qu'on puisse avoir des mécanismes d'anticipation. Et ça nous permet effectivement de diagnostiquer, de scanner, si vous voulez, ce qui n'a pas marché, la façon dont on peut réajuster le tir. Oui, moi, je suis un vrai partisan de la diplomatie préventive. Je pense que c'est ce qui manque peut-être. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que toutes les fois que la CEDEAO intervient dans le cadre donc des processus électoraux, c'est toujours peut-être des fois la lisière de l'organisation et souvent pendant et après. Alors qu'il aurait été intéressant, par exemple, que 2 ou 3 ans, par exemple, avant un scrutin euh, électoral, que la CEDEAO envoie une mission, envoie une délégation, puisse discuter avec la classe politique, avec les journalistes, puisse faire des conférences, puisse sensibiliser, mobiliser toutes les consciences et prévenir les dangers, parce que les dangers existent partout, même dans des pays dont on sait qu'ils ont acquis la réputation d'être des pays très stables, peuvent basculer du jour au lendemain. Donc oui, je suis un vrai partisan de la diplomatie préventive et je pense que ça ne doit pas être, si vous voulez, quelque chose à faire germer à 2 mois, 3 mois avant les élections ou 2 ou 3 mois avant qu'il y ait une crise qui s'emballe, il faut mettre en place tous ces mécanismes. Donc, l'anticipation, c'est très important, l'anticipation, l'adaptation et aussi l'acculturation parce que une crise politique au Sénégal, enfin, pardon, une crise politique en Côte d'Ivoire, par exemple, elle sera toujours différente de ce qui se passe en Guinée-Bissau. Qu'il y ait une crise sécuritaire liée, par exemple, aux attaques terroristes au Bénin, elle sera toujours différente que celle qui se passe au Niger ou au Burkina. Donc oui, je pense que la question de la prévention, pour moi, elle est extrêmement utile. Et là-dessus, nos diplomates, qu'ils soient à la CEDEAO ou qu'ils soient dans chacune de nos instances diplomatiques dans nos pays, devraient s'y atteler. Donc oui, je pense que la diplomatie préventive est très importante. Et après, il faudra gérer aussi les crises, hein, parce que la prévention et la résolution des crises et des conflits sur le continent, malheureusement, pendant quelques temps, euh, continueront d'être, je dirais, des concepts très vivants et qu'il faudra certainement manipuler avec dextérité, sans instrumentalisation, certes. Ibrahima Aïdara, finalement, beaucoup de pays hein, ouest africains vont organiser des élections, à commencer par la Côte d'Ivoire, puis la Guinée-Bissau. En 2026, ce sera également le Bénin. Finalement, est-ce que c'est pas maintenant que la CEDEAO doit commencer cette diplomatie préventive, surtout pour le cas du Bénin, par exemple? Je pense que, comme je l'avais dit, euh, aussi bien la CEDEAO que les autres institutions qui
jouent un rôle central dans la consolidation démocratique doivent investir suffisamment dans la prévention, surtout la CEDEAO. Et cela doit se faire bien avant. Donc les élections, je dois dire même les élections de Guinée-Bissau et de Côte d'Ivoire, c'est comme si les, c'est déjà bouclé, quoi. Il y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Alors qu'on aurait pu commencer à intervenir depuis longtemps parce qu'on voyait les signes. On voyait les signes. Maintenant, à 6 mois, quand vous écoutez les réponses de la CEI et le silence assourdissant de la CEDEAO, c'est comme si c'est déjà joué, quoi. Mais pour répondre à la question, c'est que on doit intervenir beaucoup plus à l'avance et ne pas attendre que les délais soient vraiment étriqués pour essayer de faire quelque chose de fignolé ou bien de dire qu'on est sous la contrainte de délai. On ne peut rien faire et ça va pourrir et ça va créer des crises qu'on va chercher à résoudre tant bien que mal. Donc, et je voudrais ajouter, Alpha, que autant ces institutions sont importantes dans la consolidation de la démocratie en Afrique de l'Ouest en particulier, mais moi je pense que l'institution la plus fondamentale, c'est l'institution citoyenne, en définitive. Mhm. Quand on parle de diplomatie, l'institution citoyenne, s'il y a une masse critique de citoyens qui demandent, disons, la redevabilité, je pense que les institutions seront obligées de jouer le jeu. Euh, L'exemple du Sénégal qu'on a donné, si les citoyens n'étaient pas aussi mobilisés, malgré la volonté politique qui est affichée, probablement la révolution n'allait pas être réalisée en 2024. Et que donc, à mon avis, cette institution citoyenne, pour moi, serait la plus déterminante et qu'il faut construire et consolider pour qu'elle puisse jouer le rôle de sentinelle dans la consolidation démocratique en Afrique, en particulier en Afrique de l'Ouest. Mhm. Bien sûr, rapidement, Marie-Josiane Nga, rapidement, on termine par vous sur la même question. D'accord. La diplomatie préventive, oui, parce que, en effet, ce que révèlent les dynamiques actuelles en Guinée-Bissau, en Côte d'Ivoire, c'est vrai, c'est inquiétant, mais c'est évitable. Et nous savons où se trouvent les foyers de tension, mais généralement, nous agissons souvent trop tard. Donc, oui, la diplomatie préventive, les institutions régionales ont justement des dispositions, des mécanismes de diplomatie préventive, mission d'information, médiation, diplomatie de couloir, etc. Mais ces outils ne seront efficaces que s'ils sont activés avec courage, cohérence. Je parle de courage parce que les récents événements en Guinée-Bissau, on ne veut pas d'une CEDEAO qui est chassée par un président alors que elle est dans son rôle. Et après, qu'est-ce que la CEDEAO a fait pourquoi le président Embalo n'a pas été sanctionné? Donc, il faut beaucoup de courage. Les mécanismes sont là, mais elles ne sont pas activées avec courage. Elles ne sont pas cohérentes et elles manquent d'indépendance. Est-ce que c'est à cause de l'influence du président bissau-guinéen que la CEDEAO est restée inactive? C'est la question qu'on se pose. La CEDEAO, donc, est-ce qu'elle est indépendante? C'est la question. Donc, il ne suffit pas de réagir après une crise, comme on est tous d'accord là-dessus, mais il faut apprendre à lire les signaux et à écouter les sociétés civiles locales, à défendre les normes sans attendre forcément l'effondrement. Et en tant qu'acteurs de la société civile, nous avons ce rôle fondamental à jouer, comme l'a dit mes prédécesseurs, celui de sentinelle, sentinelle de la démocratie, mais aussi force de proposition pour que la diplomatie régionale passe de la gestion des crises à leur prévention, car bien sûr,
la consolidation de la démocratie, on ne le dira jamais assez. Elle ne viendra pas seulement par des urnes, mais aussi par la capacité à anticiper de manière collective et à prévenir avant qu'il ne soit trop tard. Merci beaucoup à vous, Marie-Josiane Nga. Je rappelle que vous êtes coordonnatrice des projets du réseau de solidarité pour la démocratie en Afrique de l'Ouest, WADEMOS. Merci d'avoir participé à cette discussion sur le rôle des institutions dans le renforcement de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Merci également à vous, Ibrahim Aïdara, expert des questions de gouvernance politique. Merci aussi à vous, Régis Houpé. Vous étiez en ligne avec nous également, hein, expert en géopolitique et gouvernance politique, directeur exécutif du Centre interglobal Le Conseil. Merci à vous, madame, merci, monsieur, d'avoir participé à cette discussion. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et bon début du week-end. Au revoir et à la prochaine, Merci vivement. beaucoup. Au revoir à tous. Merci, Merci. au revoir. Au revoir et merci.